Mouvement. Change. Cinéma. Création. Action. Gender equality. Feminism. Indépendance. Engagement. Parité. Role model. Représentation. Sororité. Mindset. Empowerment. Women in motion. Produire, c'est un travail d'accompagnement. Elles sont productrices, agents, directrices de casting, dirigeantes d'une grande société de production ou encore critiques de cinéma. Elles contribuent chaque jour, à leur manière, à cette grande aventure collective qu'est le 7e art. À l'occasion de cette deuxième série de podcasts, nous vous entraînons à la découverte de 5 de ces femmes. Leur parcours, leur profession bien sûr, mais aussi leur personnalité et leur façon d'envisager et de regarder le cinéma aujourd'hui. C'est tout l'enjeu de Women in Motion, programme lancé en 2015 par Kering et qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art devant et derrière la caméra. Partons aujourd'hui, dans ce premier épisode, à la rencontre d'une des jeunes productrices les plus prometteuses et excitantes du cinéma français. Elle a 40 ans et s'appelle Marie-Ange Luciani. À son actif, un César, en 2018, de la meilleure productrice pour 120 battements par minute, le formidable film de Robin Campillo qui retraçait les années Act Up et les ravages de l'épidémie du sida. Elle dirige aujourd'hui la société des films de Pierre qu'elle a rachetée. Dans son catalogue, des films d'auteurs, exigeants, qui racontent la société française d'aujourd'hui et remettent en question les normes établies. Elle travaille avec Robin Campillo, Laurent Canté ou encore Abdella Taïa. Elle vient également de coproduire le très beau Sibylle de Justine Triet avec Virginie Efira. Avant qu'elle nous parle de sa vision du cinéma, de ce qui fait le cœur de son travail, plongeons-nous dans son histoire, dans sa Corse natale et écoutons-la nous raconter comment elle est devenue productrice. Trouver sa place. Ce métier de productrice, comment vous l'avez choisi ? Parce que on n'a pas forcément une idée de devenir productrice. Enfin, c'est pas un métier qu'on connaît très très bien. Je pense que vous ne deviez pas connaître très bien quand vous aviez 15 ans. Comment vous l'avez choisi ? C'était pas une vocation, ce métier. J'ai l'impression qu'il m'a choisi et que, enfin non, je sais pas. J'ai l'impression qu'on s'est choisi d'une certaine façon. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma. Ah oui ? Je viens d'une île qui s'appelle la Corse et où il n'y a pas beaucoup de cinéma. Enfin, en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de cinéma. Et puis et donc une île petite, fermée, un peu close sur elle-même. Et puis, j'ai beaucoup voyagé avec les films que je regardais en VHS. La télévision ? Ouais. La télévision aux familles le dimanche. D'ailleurs, voilà, moi, le Canal+, France Télévisions, qui passait son film du dimanche soir. C'était vraiment des rendez-vous familiaux. Ça m'a vraiment nourri le cinéma à cet endroit-là. Mais aussi, c'était des vrais moments de famille. Et puis, j'ai découvert la VHS. Mon père m'avait offert un magnétoscope. Et là, ça a été formidable. J'avais un vidéoclub à côté de mon collège, puis de mon lycée. Et là, j'ai fait toute ma culture de cinéma, qui a été aussi un moyen de m'apprendre à partir de chez moi, de là où je venais. Puis je pense que tout était un peu lié, ma personnalité, je viens d'une famille pas du tout ancrée dans la culture, pas du tout cinéphile, pas du tout. Mais je sais pas, j'avais envie d'autres choses et d'ailleurs. Et donc, je suis partie. Et je suis partie en me disant, qu'est-ce que je vais faire ? Des études, j'ai fait des études de lettres. J'étais jusqu'à... Vous étiez où, à Paris directement ? J'étais à Aix-en-Provence. On part jamais tout de suite à Paris quand on part de Corse. Et puis à Paris ensuite, j'ai commencé une thèse de littérature. Et en me disant, mais en même temps, est-ce que je veux être prof ? Qu'est-ce que je veux faire ? J'ai toujours voulu faire du cinéma. Qu'est-ce que je peux faire ? Et puis, j'ai déposé un CV, une demande de stage dans une boîte de distribution qui s'appelle Ad Vitam Distribution, qui est dirigée par Alexandra Nosberg, une femme pour qui j'avais beaucoup d'admiration comme ça sur le line-up des films qu'elle distribuait, qui étaient les films d'Apitya Pongvera, c'est ta cool. Et donc, je l'ai rencontrée. Il s'avère qu'elle était corse, elle aussi, par sa mère. Donc, voilà, une espèce une entente de femmes et d'insularité a fait qu'elle m'a embauchée contre toute attente, c'est-à-dire je ne savais même pas ce que c'était que la distribution. Je savais rien ni de la distribution ni de la production, je savais juste que j'aimais le cinéma et que je savais regarder des films. Ouais. Vous n'étiez pas projetée dans un rôle précis dans cet univers-là ? Vous vouliez aller là ? Je voulais aller là, voilà. Donc j'y suis arrivée et alors évidemment j'avais déjà 23 ans je crois.
j'avais quand même un bagage littéraire important, j'avais quand même, je suis assez débrouillarde, donc j'étais la stagiaire choc un peu, on m'a confié de plus en plus de responsabilités. J'agaçais aussi parce que je prenais de la place, parce que... Vous n'alliez pas chercher les cafés de manière hyper docile. Ça m'arrivait, oui, d'aller chercher les cafés, mais j'étais capable ou même de faire le coursier, j'ai fait tout, hein. J'ai fait de la régie pour des films, mais de l'autre côté, on me confiait de plus en plus de responsabilités, notamment accompagner les réalisateurs pour présenter leurs films, tout ça. Et à ce moment-là, chez Ad Vitam, je sortais le film de Pascal Ferrand, Lady Chatterley, produit par un grand producteur qui s'appelle Gilles Sandoz. Et à l'époque, Gilles Sandoz était quand même dans une situation financière extrêmement complexe et plus personne ne voulait lui répondre au téléphone. Et donc, en fait, moi, la stagiaire, on me disait non, mais prends, c'est Gilles Sandoz, tu le prends au téléphone. Et puis, on s'est liés d'amitié au téléphone d'abord. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis, il m'a dit, écoute, ma boîte ferme, tu es au courant puisque je n'ai plus un rond, mais je vais en ouvrir une autre et je vais faire de toi la plus grande assistante de production de Paris. Et je lui ai dit non. Si tu fais de moi quelque chose, c'est la plus grande productrice. Voilà. J'avais plus d'ambition pour moi que lui en avait. Et voilà. Et j'ai appris le métier avec donc Gilles Sandoz, qui est un producteur qui a produit Lady Chatterley, Vénus Beauté, Être et Avoir, hein, d'énormes succès commerciaux, césarisés. Voilà, Marius et Jeannette. J'ai appris auprès de lui pendant 4 ans. Il m'a donné la chance d'accompagner des projets de plus en plus. Et puis, je me suis émancipée. À un moment, j'ai décidé de produire, de signer moi-même les films que je... Là, vous êtes partie ? Et là, je suis partie, ouais. Vous avez rejoint les films de Pierre ? J'ai rejoint les films de Pierre, qui était une boîte que j'ai rejoint avec Gilles, hein, d'une certaine façon, parce qu'avec Gilles Sandoz, on ne pouvait pas... on avait tellement de problèmes d'argent qu'on ne nous confiait pas le portefeuille des productions qu'on avait. Ça veut dire le portefeuille ? On n'avait pas... C'est-à-dire, on montait tout le projet, etc. Et puis, quand il fallait mettre le film en tournage, on ne pouvait pas gérer, nous, l'argent du film. Vous n'aviez pas la signature, quoi. Voilà. Ouais, okay, il fallait qu'on le confie à des gens sérieux. On m'a parlé d'une boîte qui était en train de tourner un film qui s'appelle L'Amour fou, Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, qui était une boîte qui s'appelle donc Les Films de Pierre, créée à l'initiative de Pierre Berger, avec Hugues Charbonneau et Pierre Torreton. Donc les 3 étaient en train de produire ce film. Et on partageait un directeur de production qui m'a présenté toute cette bande. Avec Gilles, nous y sommes allés. Et on a trouvé un espèce d'arrangement où on faisait des films ensemble. Et moi, j'étais à cheval entre les 2 boîtes. Donc, je me suis retrouvée plutôt prod-exé, là, entre 2 boîtes, où, en fait, je gérais des projets, je les développais, je les produisais. Hein. Vous êtes devenue productrice ? Je suis devenue productrice à part entière. Et j'ai finalement proposé au film de Pierre, hein, comme je sentais qu'avec Gilles, voilà, ça faisait 5 ans, on se connaissait très bien, et je pense que je ne pouvais plus évoluer avec lui, et même partager une boîte avec lui aurait été compliqué, etc. Enfin voilà, ce rapport à l'argent était compliqué. Bref, je suis partie au film de Pierre, je leur ai proposé de développer la boîte, ils m'ont confié les clés de la maison, et donc là, j'ai rencontré Robin Campillo, et c'est parti. Être productrice. Produire, c'est quoi ? Bah oui, je dirais, c'est donner naissance, vie et image à l'idée, à la pensée, à la matrice d'un réalisateur et d'un scénario. Et c'est l'accompagner artistiquement, mais aussi financièrement, puisque les producteurs, on est un peu réduits à la casquette du financier, avec un cigare et dans son bureau, derrière son bureau. Pas du tout. Moi, je suis une femme de terrain assez dynamique et je m'intéresse beaucoup aussi à la partie artistique. Donc, ça veut dire accompagner l'écriture, lire, parler. Moi, j'ai des relations assez fusionnelles avec mes réalisateurs et réalisatrices. Ensuite, la deuxième phase, pour moi, c'est d'aller seul le défendre auprès de différents partenaires financiers. Pour les convaincre, pour les convaincre de nous suivre et de nous financer. Et puis ensuite, il y a le tournage. J'aime beaucoup, alors je m'en lasse pas, mais on m'a dit que j'allais finir par m'en lasser. J'aime beaucoup être sur le plateau, parce que je trouve que c'est... à l'ancienne, quoi. Ouais, vous avez votre fauteuil avec votre nom. Non, pas, mais j'aimerais bien, en fait. Mais je suis plutôt derrière le combo, très souvent. Bon, pour les réalisateurs qui ne me l'autorisent pas tous, n'aiment ça. Mais je sais qu'avec Robin, je l'ai beaucoup fait et j'avais l'impression d'être dans sa boîte crânienne, quoi. Il y a quelque chose où on touche à l'intimité de la fabrication comme ça, qui est très, très intéressant et qui, moi, continue de me faire apprendre mon métier, c'est-à-dire tous les corps de métier qui constituent un plateau. Qu'est-ce qui fait film, en fait ? Un film, c'est une expérience collective. Et je trouve que le plateau nous le montre beaucoup. Et puis, j'aime bien faire plaisir aux équipes, emmener l'apéro à l'heure de l'apéro, et puis voilà, fermer le plateau. Un petit peu. Ouais. Oui, puis fermer le plateau le soir, un peu de manière un peu plus festive, et remercier surtout, parce que c'est du travail, et c'est beau à voir une équipe s'organiser sur un plateau. Il y a un autre moment aussi qui est très
important et intéressant dans la construction et dans l'aspect artistique d'un film, ça va être le montage. C'est le moment de l'écriture du film, vraiment. Ça, c'est un moment aussi où vous êtes présente ? C'est toujours pareil, ça varie selon la demande du réalisateur, quoi. Je vais prendre l'exemple le plus parce que c'est avec lui que je travaille depuis. Enfin là, je fais mon 3e film là avec Romain Campillo. Donc avec qui vous avez fait 120 battements par minute, minutes, avec qui j'avais fait Eastern Boys. Et je sais que sur Eastern Boys, par exemple, j'ai beaucoup regardé les rushs du film, c'est-à-dire tous les soirs, je recevais les rushs, le tournage de la journée, et j'en parlais beaucoup avec lui. Et on a commencé notre relation intellectuelle comme ça, c'est-à-dire et la confiance s'est créée comme ça entre nous sur un rapport de comment je regardais les choses et comment lui les réceptionnait sur mes retours. Comme le montage, c'est vraiment de l'écriture, il y a quelque chose comme ça qui est hyper jubilatoire à pouvoir comme ça construire, déconstruire, réécrire, refabriquer, faire mentir. Et je trouve que ça aide aussi après, bizarrement, ou pas être... Mais même quand on lit un scénario finalement et quand on connaît le montage, maintenant, en lisant un scénario, on peut aussi... être mieux armé pour travailler au scénario d'un film, pour en discuter avec un réalisateur. C'est un moment clé pour moi, le montage. Genre et travail. Ce milieu du cinéma, quand vous le découvrez, donc avec Gilles Sondoz au départ, c'est un milieu qui est comment ? C'est un milieu qui est genré, c'est un milieu qui est sexiste. Il y avait beaucoup de femmes. C'était il y a une dizaine d'années, ça, quand vous avez commencé. Moi, je rentre par une porte qui est une porte parce que je rencontre Alexandra Enochberg avant de rencontrer Gilles Sondoz. Alexandra Enochberg, quand je la rencontre, son bureau était un open space comme ça, pas très grand, et c'était la seule femme dirigeante au milieu, et elle gérait plein de mecs. Et j'étais très impressionnée. Alors j'avais des rapports assez, on est très amis dans la vie, mais je pense qu'elle m'impressionnait beaucoup. En même temps, j'avais envie de lui plaire. Et en même temps, elle était très dure. Hein. Et justement, dans ce monde de mecs, je sentais qu'elle avait besoin de se débattre, de poser une autorité. Voilà. Donc, je l'ai beaucoup regardée faire, mais c'était bizarrement une femme que je regardais. Donc, je suis rentrée c'est elle qui m'a donné ma chance, etc. Et puis, petit à petit, quand j'ai commencé la production, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'hommes. J'ai eu beaucoup d'hommes interlocuteurs, et c'est vrai que les femmes, on était réduites à ce rôle d'assistante. Hein. Moi, j'étais quand même une assistante, mais tout terrain plus. C'est-à-dire, je m'occupais de tout. Je faisais le développement, je faisais les rendez-vous avec les réalisateurs. Mais quand même, je sentais que en plus, j'avais pas... Moi, je suis autodidacte. Enfin, j'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, j'avais pas cette carte-là, Fémis, et donc, je sentais que je risquais d'être pris au piège et cantonné à cette place-là. Et peut-être par un garçon aussi qui avait envie que j'en reste là. Je sais, en tout cas, qui avait besoin de moi à cet endroit-là. Le métier que vous faites, c'est un métier qui est un métier d'autorité, qui nécessite de prendre des décisions. Vous parliez tout à l'heure de cette femme qui vous avait fait rentrer dans ce métier. Vous regardiez comment elle dirigeait ses équipes. Pour vous, l'autorité, ça a été difficile, pas difficile ? Mais c'est en ça que je pense que vous me demandiez comment on devient productrice, et j'ai l'impression que c'est le métier qui m'a choisie aussi, parce que j'ai l'impression que j'ai toutes ces qualités qui n'en sont pas. Mais c'est votre caractère. C'est un peu dans mon caractère. C'est-à-dire, on me dit souvent que j'ai une espèce d'autorité naturelle, pas toujours très agréable, semble-t-il, et que je suis un peu comme ça, un peu grande gueule, que j'aime bien prendre de la place, et que j'ai un pouvoir de conviction, je crois, voilà. Et que c'est pour ça aussi, hein, je pense que j'ai longtemps cherché quelle place occuper dans le cinéma. J'ai même pensé à un moment que je pouvais être réalisatrice. Puis finalement, je crois que je suis pile au bon endroit en tant que productrice, parce que oui, c'est un métier c'est un métier de contrôle aussi, hein, où on contrôle toute la chaîne de production d'un film. Mais voilà, ces qualités qui n'en sont pas, je ne sais pas si c'est des qualités, je ne sais pas s'il faut que ça pour être productrice, mais c'est vrai qu'il faut une forme d'autorité et surtout beaucoup de ténacité, hein, parce que c'est pas facile de produire un film, en vrai, et ça prend du temps, c'est long, c'est un chemin parcouru d'embûches qui demande comme ça une endurance, et qui demande un mental, c'est vrai, c'est un métier aussi, c'est très 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 enrichissant, et c'est aussi très très angoissant, quoi. Voilà. Les producteurs sont souvent des gens qui boivent pas mal d'alcool et qui c'est vrai, qui sont assez pas, oui, on porte beaucoup de responsabilités, celle du film, mais aussi on porte aussi le réalisateur, ses angoisses, on porte aussi l'angoisse d'un budget, et c'est vrai que c'est parfois beaucoup pour une seule femme.
Alors, on parlait de votre parcours, comment vous aviez rejoint les Films de Pierre. Et finalement, cette société, les Films de Pierre, vous l'avez rachetée récemment. Donc, vous êtes aujourd'hui à la tête de cette société. Et si je vous demande de regarder un petit peu votre catalogue, vous diriez que vous produisez quel type de films ? Est-ce que vous diriez des films d'auteur, des films de marge, des films de minorité, des films qui parlent de la société d'aujourd'hui ? Un peu tout ça à la fois, je crois, ouais. Je pense que ce qui m'intéresse dans le cinéma, mais c'est d'ailleurs ce que le cinéma m'a fait, c'est-à-dire le cinéma m'a sorti de ma condition. Et le cinéma, moi je suis une transfuse de classe, le cinéma m'a emmenée ailleurs, le cinéma m'a permis de vivre et d'accepter mon homosexualité, le cinéma m'a permis de m'élever socialement, le cinéma m'a aidé à comprendre le monde, les autres, et j'ai l'impression que je produis ce que le cinéma m'a fait, que je le lui rends, quoi. Donc, et j'ai l'impression que je n'arrive pas à parler d'autre chose que du monde. Le monde qui vous entoure. Que du monde qui m'entoure, et c'est vrai que souvent, c'est pris par le point de vue souvent d'une minorité, qu'elle soit homosexuelle dans le film de Robin Campillo ou autre. D'ailleurs, je ne sais pas là comme ça comment je vais pas faire le catalogue mais c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse. Je me rends compte que mon engagement aussi politique, presque, il est là. En fait, je ne veux pas parler de films militants, je veux pas parler de... Mais j'ai l'impression que ce que je voudrais laisser, je ne veux pas être prétentieuse, quoi. Voilà, mais si je pouvais laisser quelque chose à la génération d'après, ce serait quelque chose qui aurait pensé le monde, pensé... avec un E et avec un A. Penser le monde qu'on est en train de traverser là au présent, qui n'est pas un monde et que moi en tout cas le cinéma que d'autres m'ont laissé m'a élevé, quoi. Voilà. Alors dans ce catalogue, il y a peu de films réalisés par des femmes. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est une question à laquelle vous portez une attention ou peut-être une attention nouvelle aujourd'hui ? Je pense que c'est un hasard. Je pense que je suis aussi très monomaniaque. C'est-à-dire, je produis peu. En vrai, si on regarde... Bon, je suis jeune. Je suis jeune. J'ai 40 ans, mais je suis jeune productrice encore. Et si j'ai mis du temps à produire mon premier film. Mais je me rends compte que je me développe un peu plus rapidement maintenant. Mais je suis un peu... C'est vrai que je me suis beaucoup concentrée. Par exemple, Eastern Boy, c'est un film qui m'a pris 3 ans et demi de travail. Et c'est vrai que ce côté un peu monomaniaque, c'est-à-dire quand j'ai une obsession comme ça, je n'arrive pas... Je donne beaucoup à un endroit et je n'arrive pas à me déployer ailleurs. Alors, ça va mieux parce que j'apprends le métier en le faisant et je commence à avoir des techniques plus abouties, une équipe aussi, à déléguer, à partager. Donc, je pense que évidemment, je vais m'ouvrir à plus de cinéastes et donc, de fait, à des femmes aussi, j'espère. Mais c'est vrai que... Parce qu'il y a beaucoup de femmes réalisatrices. D'ailleurs, vous êtes amie avec beaucoup de femmes réalisatrices. C'est peut-être ça le problème, je me suis dit ça, parce que j'admire toutes les réalisatrices, que ce soit, c'est vrai que je suis très proche de Céline Sciamma, mais même de Justine Triet. Bon, elle, j'ai la chance de pouvoir coproduire un petit peu son film, et voilà, je suis en couple avec une réalisatrice dont j'admire le travail. Et c'est vrai, je me dis, tiens, c'est peut-être ça, c'est peut-être du coup l'intimité que j'entretiens avec empêche la relation de travail. Voilà, peut-être, mais bon, c'est une excuse, en fait. Enfin, ça viendra, j'imagine que ça viendra, mais c'est vrai que je me pose la question de tiens, c'est rigolo. En plus, je me dis, tiens, je produis plutôt des garçons plus âgés que moi. Voilà, je sais pas, qui viennent chercher en moi, j'imagine, une énergie, quelque chose, et aussi des relations un peu plus d'ordre de... C'est vrai qu'avec Robin, pour plaisanter, il m'appelle maman, par exemple. Alors qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Voilà, on rejoue des relations comme ça. Enfin, ce sont la production, les couples producteurs-réalisateurs soit des rejouent des histoires, soit de frères-sœurs, soit de père-mère, soit de... des relations très fortes et qui nous ont construits. Ça. La question du regard. Ça a un sens pour vous de parler d'un cinéma féminin ou de films de femmes ? Vous pensez qu'il y a une différence dans le regard ? C'est une question très compliquée, moi, je trouve, parce que je pense qu'il y a du cinéma fait par des femmes et du cinéma fait par des hommes, et que certainement ça implique des différences, mais comme un homme est fait de plein de subjectivités, une femme l'est aussi. Je pense que c'est un très très long débat philosophique, mais je pense qu'évidemment il y a des différences de regard que les femmes portent sur le monde, mais il y a des femmes très dures qui portent des regards
très très dures sur le monde, des femmes très tendres comme des hommes. Enfin voilà, c'est des qualités comme ça qui voyagent d'un corps à l'autre, j'ai envie de dire d'un sexe à l'autre. Mais je tiens vraiment à dire que je sais pas s'il y a un cinéma de femmes, mais en tout cas il y a du cinéma fait par des femmes. Et ça veut dire il y a une profession. Cette profession-là, elle existe pour les femmes. Et c'est ça qui est important, c'est que on se l'autorise quoi à prendre en charge ce rôle-là, cette place-là. C'est moins est-ce que du coup c'est un film de femmes que de se dire celui-ci est fabriqué par les mains, le talent d'une femme. Enfin, voilà. C'est ça qui compte, je crois. Je pense que ce qui est important, mais comme dans le jury du Festival de Cannes aujourd'hui, je pense que c'est important que le regard qu'on porte sur la création, je vais parler que de la création parce que c'est là où je m'exprime, c'est que oui, qu'il soit paritaire. C'est-à-dire, on ne peut pas confier le destin d'un film, qu'il soit en festival, qu'il soit même en comité de financement, puisque vous savez, quand on finance un film, on passe par des commissions qui sont représentées par des personnalités du cinéma. Et je trouve que c'est très, très important que ces commission soit paritaire. C'est très important d'avoir une diversification du regard. Paritaire et aussi qui représente une diversité. Une nouvelle sororité. Il y a à peu près un an, vous faisiez partie de ces 82 femmes qui ont monté les marches du Palais des Festivals de Cannes, à l'initiative du collectif 50-50. Ça a été un moment qui est resté très important, symboliquement, vous pensez ? Je me suis assez investie au début dans le collectif 50-50. J'ai fait les premières réunions avec elle. J'ai été prise les premières fois d'une très grande émotion de voir d'abord ces paroles se libérer. On se connaissait toutes dans la profession, mais on se connaissait de manière professionnelle. Et là, d'un seul coup, il y a un truc de solidarité, de sororité qui s'est créé, qui m'a vraiment émue, et puis où la parole s'est libérée, elle est devenue presque intime. Et il y a eu, comme ça, j'ai fait 2-3 réunions. Par ailleurs, je produisais un film, donc j'étais très prise par ailleurs. Et quand je suis revenue là pour la montée des 82, c'était très beau parce qu'au début, j'ai pris ça un peu comme ça. J'ai enfilé un pantalon, puis je suis allée au rendez-vous dit au Marriott. Et puis on est parti en voiture comme ça. Et puis quand on est arrivé dans le hall, là, derrière le palais, voir toutes ces femmes. Et c'est pareil parce que évidemment, il y avait plein de personnalités très importantes du cinéma international. Mais il y avait aussi moi, qui n'en suis pas une énorme, au milieu de Cate Blanchett. C'est-à-dire, il y avait un truc déhiérarchisé. Une chaîne comme ça humaine qui représentait plein de personnalités très différentes que j'ai trouvé très belle quoi. Et puis quand on est arrivé sur les marches, j'ai été prise d'une vraie émotion. Je me suis dit tiens, il se passe l'image, la force de l'image, la puissance des images parfois. Et je me suis dit tiens, il se passe quelque chose d'assez beau. Et puis je sais qu'on l'a senti parce qu'on se serrait la main très fort à ce moment-là. Non, c'était beau, et je m'y attendais pas en fait. Et vous avez l'impression que le cinéma français aujourd'hui, dans la façon dont il évolue, dans la façon aussi dont il y a une poussée comme ça de ces voix féminines qui se rassemblent, qui parlent, il est représentatif de ce qui se passe dans la société française aujourd'hui ? J'aimerais, ce serait formidable. En tout cas, je trouve qu'on progresse. Je trouve que l'après-MeToo a été quelque chose d'essentiel dans la libération de la parole, mais vraiment essentiel. Il y a eu quand même un mouvement que j'ai trouvé profond sociologiquement. J'ai senti que des choses enracinées comme ça. Enfin, de toute façon, le féminisme est une lutte permanente. J'ai l'impression qu'il faut la recommencer à chaque fois. Ce ne sont jamais des acquis, quoi. La place des femmes dans la société, hélas, ne sera jamais un acquis. Il faudra toujours se battre parce qu'on est considéré comme une minorité, en fait. Enfin, voilà. Donc, j'ai l'impression. Et là, de le voir repartir comme ça, c'est vrai, et de voir la manière dont les femmes s'en sont saisies, j'ai trouvé ça très beau. Alors après, je pense qu'on peut aller plus loin encore. Je pense que ça peut aller... ça peut être encore plus important, qu'il y a encore énormément de travail, que tout ça n'est pas gagné du tout, quoi. Mais je trouve que ça nous a liés. Enfin, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y a eu, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a eu vraiment un avant, un après MeToo. Je suis féministe, comme ça, presque par principe, j'allais dire. Mais là, d'un seul coup, j'ai même mieux compris ce que ça voulait dire que de prendre le risque de perdre nos acquis, quoi.
Voilà. Et ça m'a donné envie de me battre quand même. Et ça m'a donné de l'espoir aussi. Quand vous étiez montée sur scène pour recevoir le César de la meilleure productrice pour 120 battements par minute, vous aviez fait un discours qui était très touchant, je me souviens très bien, et vous aviez dit, donc c'était après MeToo, vous aviez dit « Le mouvement des femmes n'est pas une menace, il est une promesse, l'histoire nous dira que nous avions raison ». Aujourd'hui, vous commencez à sentir les effets de ça ? Moi, je suis optimiste. Je suis toujours de nature. Alors, je suis optimiste et combative, donc je me dis... Oui, est-ce que je me dis, mais alors est-ce que c'est pas un changement sociologique profond que nous sommes en train de vivre, mais qui est à lire à l'aune de 30, 40, 50 ans d'histoire. J'ai l'impression que bon, ben voilà, on en a fini avec la femme au foyer, on en a fini avec, enfin, je veux dire que les femmes ont envie de s'inscrire dans la société, ont envie de défendre une place, une valeur, des points de vue, que ce soit en politique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit de plus en plus de femmes font des études, de plus en plus de femmes ont des ambitions de carrière. Donc j'ai l'impression que tout ça fait bouger, mais depuis quelques décennies maintenant, les lignes de fond. Et donc évidemment, je ne voudrais surtout pas que ça s'arrête. Donc j'y crois, j'ai envie d'y croire. Et oui, ce mouvement, en effet, c'était une promesse. C'était pas parce que c'est vrai qu'on a été montré du doigt, en tout cas même ces femmes-là. Il y a eu des polémiques extraordinairement dégueulasses sur qu'est-ce que ça veut dire que cette parole sans filtre, dénonciatrice, scandaleuse, accusatrice, alors que c'était juste un cri de rage nécessaire, vital, et que je trouvais ça dingue qu'on réduise encore ça à qu'est-ce que c'est que cette bande de filles aigries qui n'aiment pas les hommes, ce qui est complètement l'inverse de ce que moi, en tout cas, même là, avec les 50-50, par exemple, c'est l'inverse que je vois. Il y a des mecs, d'ailleurs, dans l'équipe, mais surtout, je vois quand même des gens même des gens qui n'étaient pas faits pour s'aimer, je crois, sont en train de s'aimer à l'intérieur de ce collectif. Donc je le trouve rassembleur et prometteur, quoi. Comme MeToo l'a été. C'est vrai que l'Amérique a parlé, quoi. Et c'était beau à voir. C'était vraiment beau à voir. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une jeune femme qui veut devenir productrice ? Je lui demanderais d'être... Je lui dirais qu'il faut qu'elle... Je dirais... extrêmement généreuse, ambitieuse, et puis de savoir gérer son ego. Je crois, ça c'est très important aussi. Non, mais je crois que pour faire ce métier, il faut beaucoup aimer les autres. Voilà. Puisque c'est un métier qu'on fait pour les autres, en vrai. Même si on en tire beaucoup de satisfaction. Je sais que j'ai eu des joies immenses ici à Cannes, enfin, une émotion c'est des moments incroyables où d'un seul coup tout prend sens, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait tout ça. Mais je crois que vraiment, pour faire ce métier-là, il faut beaucoup, beaucoup aimer les autres. Voilà. C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag #WomenInMotion. Dans le prochain épisode, on partira à la rencontre de Christelle Barras. Elle est directrice de casting. C'est elle qui a notamment découvert Adèle Haenel ou réalisé les castings de tous les films de Céline Sciamma, dont le dernier primé à Cannes, Le portrait de la jeune fille en feu. Women in motion.